1 seconde. 2 secondes encore, et il commençait à soupçonner vaguement que c'était un rêve. Il s'efforçait de le conduire jusqu'au bout, de ne pas entendre les gouttes d'eau tomber une à une du fromage blanc en forme d'outre. Malgré lui, il ouvrit les yeux sur les 2 vitres rectangulaires, bleues d'ardoise, de la lucarne sous laquelle il était couché. Il fut longtemps comme abruti, courbaturé, à la fois maussade et encore frissonnant d'extase. Le plus extraordinaire, c'était la présence de Tati. Elle les regardait s'enlacer comme elle regardait ses poules ou ses lapins, avec un sourire heureux, encourageant, et elle leur disait « Aimez-vous bien, mes pigeons ?» Impossible de préciser où cela se passait. Ce n'était pas dans une chambre, ce n'était pas non plus dans la remise. Il faisait si clair qu'on aurait pu croire que c'était en plein firmament, et le pouls battait au rythme d'une musique invisible, comme si 100 violons eussent voulu exalter les amants. Il se demanda si, dans son rêve, Tati avait sa tache de poils sur la joue, et il ne put s'en souvenir, ni de ses vêtements, sinon qu'il y avait du rose électrique comme celui de son jupon. Quant à Félicie, elle se serrait contre lui dans un tel élan. Ses paupières picotèrent comme si une larme les soulevait. Soudain, il sentit que cela recommençait, que l'angoisse s'infiltrait, allait remplir à nouveau sa poitrine d'un vague douloureux. Mon Dieu, faites que... Il lui arrivait de parler, comme ça, avec une demi-conviction, quand, dans son lit, il se sentait trop petit enfant. Faites que je me rendorme. Faites que je n'ai plus de cauchemars. Il était trop tard. Il le savait. Tout condamné à mort aura... Non, cela ne lui faisait plus peur. C'était déjà loin. D'instant en instant, il devenait plus lucide, au point qu'il ne put rester couché et qu'il s'assit dans son lit, les yeux ouverts. Que serait-il advenu si, tout à l'heure, quand il était dans la remise avec Félicie, le père de celle-ci était entré, et si Tati, malgré sa maladie et ses furoncles, était descendue sur ses pantoufles de feutre? Que dirait-il à Félicie quand il la reverrait? Qui sait? Elle reviendrait peut-être les autres soirs. Il ne pouvait déjà plus s'en passer. Alors, fatalement, un jour ou l'autre, il se rappela 1 minute de son existence. 1 minute qui ressemblait, par sa légèreté, à sa sortie de prison. C'était en été. Les examens approchaient. Les fenêtres de la classe étaient ouvertes. Le professeur d'anglais avait l'air d'une méchante marionnette. Jean avait levé la main, comme pour aller au cabinet. Le professeur d'anglais avait haussé les épaules. Jean avait fait claquer ses doigts. « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas besoin de me demander la permission de sortir, puisque je vous considère comme inexistant. Je voudrais rentrer chez moi. Je me sens malade. » Il n'en était pas encore sûr, mais il avait décidé d'être malade. Tout seul, il traversait la grande cour, et, par des dizaines de fenêtres ouvertes, s'échappaient des voix de professeurs ou d'élèves. Dans la rue, un tram le frôlait. Avant de pénétrer chez lui, il allait manger des glaces chez Pitti Grilli. 3 glaces coup sur coup, malgré la fièvre. Pour un peu, il eût déposé ses livres au bord du trottoir. Cela n'avait plus d'importance. Il n'apprendrait plus ses leçons. Il ne passerait pas ses examens. Quand il était sorti de prison aussi, il était allé manger des glaces. On lui avait remis de l'argent, 200 et quelques francs. Il ne savait pas au juste pourquoi. Il avait pris un autocar. Il avait dormi dans une ville, puis dans une autre, et rien ne l'engageait à rien,
Rien de ce qu'il faisait n'avait de poids ni d'importance. La maison de Tati, c'était un jeu de construction. Il regardait le vieux calendrier à dorure comme on regarde une image d'Épinal. Il reniflait les bonnes odeurs, celles de la cuisine, celles de l'étable. Il faisait ceci et cela, sans se presser, allumer le feu, moudre le café, traire les vaches et malaxer la pâtée des poules. Or, voilà qu'à 8 heures, dans l'obscurité de la remise, seul dans son lit, il sourit avec amertume. Cela allait recommencer. De la vraie vie, des complications, et, comme toujours, c'est sur lui que le sort s'acharnerait. Il en était sûr. Aussi sûr que quand, à Paris, il avait fait la connaissance de Zézette, et était entré pour la première fois dans son appartement. Il se recoucha, ne trouva pas le sommeil, se leva, et, pieds nus, fit une dizaine de fois le tour du grenier, en se demandant si, en dessous de lui, Tati dormait. Il était terriblement fatigué, pas seulement par le passé, par le présent, mais par toutes les complications qu'il prévoyait. Déjà, il s'attendrissait sur les journées qu'il venait de vivre. Il était lucide. Deux fois seulement pendant toute sa vie, il avait connu cette paix innocente. La fois qu'il avait été malade, et qu'ensuite il n'avait plus considéré l'école comme une réalité. Puis, ici, ce matin encore, lorsqu'il marchait à grands pas vers le village, et qu'il attendait avec les commères derrière la camionnette du boucher. « Jean! Jean !» Il se rendait compte qu'on l'appelait. Il ne savait pas où il était. Il ne réalisait pas qu'il devait se lever. Au contraire, il s'enfonçait davantage dans un sommeil lumineux du matin. Et soudain, sa porte s'ouvrit. « Monsieur Jean !» Une voix étrangère. Une femme qu'il n'avait fait qu'apercevoir. Celle qui habitait la petite maison à barrière bleue du bord de la route. Elle était jeune, mais il lui manquait 2 dents sur le devant de la bouche, et cela la défigurait. « C'est pour que vous me remettiez les œufs et le beurre. » Elle le regardait sortir de son lit, dans un rayon de soleil. Il était tard. C'était la première fois qu'il s'éveillait aussi tard, parce qu'il ne s'était rendormi qu'au petit jour. Il passa chez Tati. « Tu n'as pas entendu que je criais ? » ?»« Je vous demande pardon. J'ai dormi très fort. »« Donne-lui vite les œufs et le beurre. Va avec elle jusqu'à l'autocar. » Il se sentait lourd, pâteux, toujours cette sensation vague qui était de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Il regardait autour de lui comme s'il se demandait de quel côté le coup allait lui venir. « C'est grave, la maladie de Tati ? » ?»« Oui, je ne sais pas. » Le chemin bordé de noisetiers sentait la forêt humide. Parfois, il s'efforçait encore de retrouver des brides de son rêve. Félicie devait s'étonner de ne pas le voir encore. Il fallait se dépêcher de traire les vaches, d'aller les attacher dehors. Il n'avait pas le courage de préparer du café. Il se contenterait d'un verre de vin blanc pour se rincer la bouche. Il aida la femme à hisser les paniers dans le car rouge et le regarda partir stupidement. Quand il alla mettre les vaches au pré, Félicie était sur son seuil, le bébé sur le bras, et il lui sembla qu'elle lui adressait un petit signe. Il se tourna vers la fenêtre. Tati était là, ses cheveux grisonnants pendant en longues mèches sur sa chemise de nuit. Ce serait si facile de vivre comme dans son rêve. Il suffirait... « Tu montes, Jean ?» Il ne savait pas que le facteur, qui le samedi faisait sa tournée plus tôt que d'habitude, était déjà passé.
Le facteur avait appelé, s'était engagé dans l'escalier. Maintenant, Tati avait une lettre à la main. « Entre, j'ai reçu des nouvelles de René. Tu veux lire ?» Elle était soucieuse, elle aussi. Il n'avait pas envie de lire. Il prenait le papier par politesse. « Ma chère maman, mon salaud d'adjudant a encore trouvé le moyen de me mettre dedans, et ce sera comme ça tant que j'en crève. » Une écriture de primaire et beaucoup de fautes. Les autres ont une femme à Paris ou en province et reçoivent jusqu'à des 1000 francs chaque mois, ce qui leur permet de rincer la gueule aux sous-officiers. Toujours de l'argent, soupira Tati. Chaque fois qu'il m'écrit, c'est pour m'en demander, et ça ne sert quand même à rien. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? On dirait que tu penses à autre chose. Tu n'as pas reçu de lettre, toi? Elle revenait à sa première idée. C'est pour lui que j'ai fait tout ce que j'ai fait, que j'ai vécu pire qu'une esclave, que je me suis privé de tout, pour qu'un jour il ne soit pas tout nu dans la vie. Et il y a des fois que je me demande. C'était étrange. Le jour où Jean était accablé, elle était triste, de son côté, et pour un peu, elle aurait pleuré. J'ai de l'argent de côté. Il est caché dans la maison. Il y en a plus qu'on ne croit. 22 000 francs. Elle attachait les yeux sur lui, guettant une réaction. Mais il écoutait ses paroles sans y prendre garde, sans en pénétrer le sens. 22 000 francs que j'ai économisés sou par sou, depuis le jour où je suis entré ici. Je les volais, tous tant qu'ils sont. Je trichais. Chipais 1 franc par-ci, 1 franc par-là. Eh bien, peu avant ce qui lui est arrivé, René... Tu m'écoutes, Jean? Il parut s'éveiller, vit le vieux Coudert rôdant autour des vaches. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Peut-être parce que je n'ai jamais pu en parler à personne. René était saoul. Il est rentré très tard, passé minuit. Il voulait s'en aller en Amérique du Sud. Ses amis avaient dû lui mettre cette idée-là dans la tête. « Donne ton argent », qui me disait. « Il ne sert à rien, tandis que moi... » Je ne voulais pas. J'essayais de le calmer. « Bois au moins une tasse de café, René. T'es pas dans ton assiette. Tu crois que je suis saoul? Je te répète que je veux tes sous, et que je partirai pas plus tard que cette nuit. » Il s'est mis à fouiller la maison. Il parlait tout seul. Il jurait. Je n'osais pas sortir de ma chambre. Et il y est revenu. « Tu vas me dire tout de suite où tu caches le magot ?»« Tu le croiras si tu veux, Jean. Il m'a frappé. Cette nuit-là, j'ai craint le pire. Je me suis demandé s'il n'était pas capable de tuer. C'est tout juste si j'ai pu le pousser dehors et refermer ma porte à clé. En descendant, il a dégringolé dans l'escalier et le lendemain matin, il avait une bosse au front. Il savait bien qu'elle ne lui disait pas cela sans raison. Elle le regardait avec trop d'attention, comme quand elle avait une idée de derrière la tête. Il est sans cesse puni, et je me demande s'il reviendra jamais. Il devina confusément. Tout cela signifiait confusément, tandis que toi, tu es ici et tu ne partiras pas. Elle soupira, réclama un verre d'eau, qu'il alla chercher au puits pour qu'elle soit plus fraîche. Reste encore un peu près de moi. Il n'y a rien d'urgent à faire ce matin. Depuis que je suis couché, je passe mon temps à réfléchir. Il a fallu que j'atteigne 45 ans pour rester des journées entières au lit. Avant ça, malade ou pas malade, je marchais comme une vieille bête. À quoi penses-tu? À rien. Tu ne regrettes pas? Quoi? Tu sais bien ce que je veux dire, à propos des 22 000 francs. Devine où ils sont. Il tressaillit. Il aurait voulu ne pas entendre la suite. Il avait l'impression désagréable qu'elle essayait de le tenter. Tu couches tout près chaque nuit. Il te suffirait d'étendre la main en dormant. Le mannequin. Tu sais,
quand on dévisse le pied, on trouve un vide à l'intérieur. C'est là. Eh bien, est-ce qu'il s'était trompé quand il s'était réveillé au milieu de la nuit, avant la fin d'un si beau rêve? Cela commençait. Cela recommençait. Je vais te dire ce que j'ai pensé. C'est à propos de la maison. Si t'es pas d'accord, je ne t'en voudrais pas. Voilà. Un coup d'œil vers la briqueterie. Assieds-toi. Quand je suis couché, je peux pas voir quelqu'un debout. Il me semble que t'es trop grand. Prends le fauteuil. Si, approche. Qu'est-ce que t'as ce matin? On dirait que t'es fâché. Est-ce parce que je suis dégoûtante? Je serai vite guéri, va. N'aie pas peur. Ce n'est pas encore cette fois-ci qu'ils mourront. Combien crois-tu qu'une maison comme celle-ci ferait en vente publique? Je ne sais pas. Avec la terre et les frais, elle irait chercher dans les 120 000. Il ne faut pas oublier que j'y suis pour un tiers, du moins quand Couder sera mort, étant donné que je suis sa belle-fille et que j'étais marié sous le régime de la communauté des biens. C'est donc comme si j'avais 40 000 francs à moi. Tu me suis? Oui. 40 000 et 22 000. Ça fait 62 000. Plus de la moitié du prix de la maison. Suppose maintenant que j'obtienne un prêt du crédit foncier, ou une hypothèque pour le reste. Je sais que c'est difficile. Maintenant, elle y allait plus prudemment, avec de petits coups d'œil anxieux, pénétrants. Suppose que quelqu'un me donne sa garantie. Il ne comprenait toujours pas. Tu m'as dit que tu n'avais jamais touché la part de ta mère. Ça ne me regarde pas. T'as le droit pour toi. Si t'es fâché, dis-le tout de suite, et je ne continuerai pas. Je suis pas fâché. C'est toi qui aurais les papiers, tant que j'ai tout remboursé. Donc, tu ne risques rien. Écoute la suite. J'y ai beaucoup réfléchi, vois-tu, et je ne suis pas plus bête qu'une autre. Au marché, elles ont toutes ri quand j'ai acheté un incubateur. N'empêche qu'elles verront les résultats. Ici, on manque de terrain. Mais si, en achetant la maison, on achète en même temps la briqueterie, il tressaillit et regarda machinalement vers la bicoque à toit rose. D'abord, ça nous débarrasse de Françoise et de Saniché. Ils seraient forcés d'aller ailleurs, car ils ne trouveraient pas à gagner leur vie ici, où ils sont trop connus. On aurait la briqueterie pour une pièce de pain. Passe-moi la revue qui est sur la commande. C'était une revue agricole. Elle lui montra des pages entières de publicité pour des poules de race et des poussins. On achète un gros incubateur où on peut mettre 1000 œufs à la fois. Au lieu de vendre les poussins au marché, on les expédie partout en France, dans des petites boîtes en carton. Regarde, ce sont les boîtes. Oui. Je ne te demande pas de répondre tout de suite. Tu as le temps d'y penser. Ça ne t'ennuie vraiment pas que je t'ai parlé de ça? Je me suis dit que, si ton père venait d'un moment à l'autre, pour l'instant, ils n'oseront rien faire. Tant que je suis couché et que je garde des traces, ils ont trop peur que je porte plainte. Tiens, la voilà qui vient encore me narguer sous mes fenêtres. Il se pencha et vit Félicie qui se promenait en se dandinant le long du chemin de halage, son bébé sous le bras. Elle avait l'air d'une petite fille qui joue à la poupée, d'une petite fille moqueuse qui prend son plaisir à exaspérer les grandes personnes. Le nez en l'air, elle regardait sa tante avec un sourire satisfait, et quand Jean parut, elle ferma 2 ou 3 fois les yeux pour lui dire bonjour. « Ne la regarde pas, » dit Tati. « Elle croirait que t'es amoureux d'elle. Ça court au mal comme une génisse. Et qu'est-ce que t'as? » Rien. C'est à cause de ce que j'ai dit d'elle? Non. À cause de mes projets pour la maison? Non, je suis fatigué. Fatigué, nerveux, anxieux, malade, dans l'attente de ce qui ne pouvait manquer de se produire. Tati était incapable de comprendre. Et pourtant,
elle aussi avait comme des antennes. « Elle t'intéresse ?»« Qui ?»« Félicie, tu le sais bien. » »« Puisque je vous ai dit que non. » Quelle rage avait-elle de toujours en revenir à Félicie? N'est-ce pas elle qui finissait par l'empêcher de penser à autre chose? Il descendit fendre du bois, rageusement. Il eut presque envie de se couper la main, pour voir ce qui arriverait. Il faudrait appeler le médecin, peut-être le transporter à l'hôpital. Qui viendrait à son appel, puisque Tati était couchée? Il alla changer les vaches de place. Exprès, Félicie vint rôder près de lui, et il crut qu'elle allait lui adresser la parole, alors que Tati ne les perdait pas de vue. Il espéra presque qu'elle ne viendrait pas le soir. En même temps, il désirait qu'elle fût là. Il se torturait comme à plaisir. « Jean !»« Oui, voilà. Il faudra que tu penses à aller chez Clémence, reprendre les paniers et l'argent. » Il y alla. Il fit tout ce qu'on voulait. Il coupa de l'herbe pour les lapins, nettoya les cages des pigeons et répandit du fumier entre les fraisiers. Tati était capable de l'appeler jusqu'à 8 heures. Est-ce qu'il irait? Elle ne l'appela pas, et il en fut à moitié déçu. Il était déjà 8h05, quand il se dirigea vers le jardin, et il trouva Félicie tranquillement assise sur un brancard de la charrette. « Elle va au mal comme... » avait dit Tati. Il avait envie de lui parler, de s'asseoir à côté d'elle, de passer son bras autour de sa taille. Le mieux, cela aurait été de se promener tous les deux le long du canal, bras dessus, bras dessous, en écoutant les grenouilles et en aspirant la paix du soir. Il dit, sans réfléchir, « Tu es venu. » Et il l'avait à peine frôlée qu'elle se laissait aller dans ses bras, sa bouche humide collée à sa bouche. Il était embarrassé. Elle était inerte, comme évanouie. Elle attendait. Ils étaient juste à la même place que la veille. Il pensait que son père l'avait peut-être suivi, que Tati était capable de descendre. Elle avait fermé les yeux. Il avait aux lèvres le goût de sa salive, et il respirait son odeur de rousse. Alors, résigné, il s'étendit sur elle. Elle fit entendre un petit soupir, comme un soupir d'enfant. Elle se raidit d'avance. Elle crispait ses doigts sur son poignet, essayant d'enfoncer les ongles dans sa peau. « Tu me fais mal » dit-elle tout bas. La veille, cela s'était passé avec une si merveilleuse aisance. Voilà qu'il était maladroit, sans désir. Il en voulait aux lapins de s'agiter près de leur tête. Il en voulait à la paille de crisser, aux voix qui arrivaient d'une péniche amarrée à l'écluse, et où une famille de mariniers prenait le frais. « Ma tante n'a rien dit ?» questionna Félicie après qu'un silence eut succédé à l'accouplement. « Non. Elle doit se douter de quelque chose, à sa façon de me suivre des yeux toute la journée. » Elle se leva, satisfaite, peut-être pas pleinement. « Tu comptes rester avec elle ? » ?»« Je ne sais pas. Il faut que je rentre. Mon père pourrait... » Elle revint sur ses pas pour lui donner un bout de baiser n'importe où sur le visage. Il entendit grincer les gonds de la barrière. Il leva la tête et fut surpris de voir que le ciel n'était qu'une étoile. Il était si las qu'il s'assit sur le brancard de la charrette, tandis que Tati, inquiète, se levait, se traînait sur ses grosses jambes, sans cesser d'appeler « Jean, où es-tu » Un bougeoir à la main, elle s'engageait dans l'escalier. Il s'étonna de voir un ray de lumière sous la porte de la cuisine, mais n'en tira aucune conclusion. Il était ailleurs, très loin, dans un monde quasi planétaire.
Des courants invisibles le portaient, le ballottaient de ci de là, comme des épaves qu'on voit flotter sur la mer. Il avançait, il reculait, et le flot le réunissait un instant à Félicie. Il se raccrochait à elle, il se cramponnait. Déjà, il lui semblait sentir des courants contraires. « Qu'est-ce que tu fais, Jean ?» Tati soupirait de soulagement en le trouvant seul. « Je me demandais si tu n'étais pas parti. Cette idée-là, vois-tu, il me semble que ce serait encore plus terrible que si René... » Elle n'acheva pas ce qui lui apparaissait comme un blasphème. « Tu ne rentres pas ?»« Oui. Aide-moi. Je me suis crue plus forte que je le suis. » Dans la nuit, elle dégageait une odeur de lit, de chair malade, de médecine. C'était si merveilleux quand il était descendu du car, dans le soleil, et quand il avait découvert la maison, avec tous les menus soins qu'elle réclamait et qui occupaient la journée entière. « C'est bête, je pensais que t'étais pas seul. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. La vague, maintenant, le ramenait dans la cuisine, puis dans l'escalier étroit où il devait pousser Tati, dans la chambre dont il fermait les persiennes. Enfin, il était bien forcé de rentrer dans son grenier où il savait qu'il ne dormirait pas, qu'il serait assailli par ses terreurs, tandis que Félicie, quiète et gavée, elle devait laisser pendre un bras, en dormant, la poitrine hors des couvertures, et il était persuadé qu'un sourire passait parfois sur son visage comme une risée sur l'eau, que ses lèvres remuaient sans émettre aucun son.